Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux pour revenir sur une semaine extrêmement chargée depuis notre dernière émission. Extrêmement chargée des deux côtés de l'Atlantique parce que de ce côté-ci, ben, il y a les troupes de Wilfrid Nancy qui ont échappé, ben oui, un autre match face au FC Cincinnati. Impossible à battre cette équipe-là. Il y a quelque chose de magique en Ohio ou chez les hommes de l'Ohio. Du côté de l'Europe, ben, il y a un siège éjectable pour beaucoup d'entraîneurs, même ceux qui ont connu énormément de succès au cours de la dernière saison. Et il y a eu, en finale de Ligue Europa, une séance de tir au but hallucinante. On va en parler. On répondra également à vos questions lors de nos sujets chauds. Mais d'abord, les gars, comment ça va? Très bien. Ça va, merci. Bonne grosse Euh, semaine, comme tu as dit. Ouais, bonne grosse semaine. Je sais pas si Wilfrid Nancy te dirait la même chose. Il dirait grosse semaine, bonne, peut-être que ça, c'est un qualificatif Ouais. qu'on évacuerait. Commençons d'abord avec ça. On va y aller avec notre segment à domicile, puis cette défaite 2-1 face au FC Cincinnati. Je fais des blagues, là, mais Cincinnati, ils sont à quoi? Ils sont à 11 victoires jusqu'à maintenant Mhm. dans leur histoire en Intéressant. MLS en 2 saisons et des poussières. Il y a 3 de ces victoires-là qui sont venues face au CF Montréal. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas juste me concentrer sur ce match-là, mais qu'est-ce qui se passe avec les hommes de Wilfrid Nancy? Parce qu'on a l'impression qu'on rentre souvent à la pause dans un très bon état d'esprit, avec 45 minutes qui ont été très souvent solides, pour ne pas dire très bonnes en première mi-temps, et en deuxième, ça tend à se gâcher. Oui, l'affiche du CF Montréal en première mi-temps, c'est 3 victoires et 3 matchs nuls, pour vous donner un ordre d'idée. Et puis, c'est pas forcément quelque chose qu'on aurait peut-être pu remarquer à prime abord, mais on a une communauté assez passionnée. Et puis, Francis Casimiro, que je salue, a fait cet exercice des deuxièmes demi du CF Montréal. Donc ils peuvent venir tordre le cou à plusieurs idées. D'une part, on est en ce moment dans une réflexion sur le système de jeu. La preuve est que le système de jeu et les titulaires sont les personnes qui ramènent le plus de points pour l'instant, là, avant qu'il y ait des chamboulements qui arrivent plutôt vers l'heure de jeu Mhm. au niveau des changements. Et puis, il y a une autre idée sur la fameuse profondeur. Si à chaque fois, on remarque que les changements n'apportent pas les résultats escomptés et qu'on voit que contre Vancouver, contre Nashville, même contre Cincinnati, on est dans des Atlanta, on est dans des mi-temps qui sont des mi-temps perdantes, 3 buts marqués, 8 buts encaissés. Il y a peut-être aussi un état des lieux à faire sur l'apport des joueurs sur le banc. Donc c'est assez intéressant de voir ce contraste-là. Oui, c'est un échantillon, il est assez faible, on parle de juste 6 matchs, mais quand même le contraste est très marqué. Ouais, la seule chose où il faut faire attention, par contre, je suis d'accord avec toi en termes, quand on considère la profondeur pendant un match, mais il faut pas mêler, à mon sens, cette année, là, puis c'est la première fois, je te dirais, de l'ère MLS, Sid, que je vais dire ça. Faut pas mélanger changement en cours de match et profondeur du groupe parce que les 11 de départ ont beaucoup évolué. Tu parles de ce match-là à Salt Lake City, ben c'est Clément Baya qui jouait en arrière à droite. Donc, c'est vrai qu'il y a des changements en cours de match qui peut-être apportent pas l'impact qu'on voudrait. Ceci dit, tu es allé chercher des résultats en changeant déjà, avant même que le match commence, ton effectif avec des 11 de départ qui ont roulé un peu. Donc ça, ce sera intéressant à surveiller au fil des prochaines, j'allais dire des prochaines semaines, des prochains jours, parce que ça va être le Fire de Chicago. Et après ça va être 4 semaines off avant de quoi? Enchaîner le 23 juin avec un match face au DC United. La grande question, c'est où on va jouer ce match-là. On ne se lancera pas là-dedans tout de suite parce que j'ai l'impression qu'on pourrait avoir un débat, une discussion d'une heure ou deux. Mais Jean, je veux t'entendre, toi, sur quelque chose d'un petit peu plus large que le match face à Cincinnati. C'est le discours de Wilfrid Nancy qui dit pas trop s'en faire avec le classement. Achètes-tu ça? Ah, non, non, pas vraiment. C'est quoi? Enfin, discours externe, ouais, discours pour nous. Ok, je comprends. Je pense qu'à l'interne, c'est pas mal plus. Ça doit être pas mal plus serré, ça doit être pas mal plus relevé, ça doit être pas mal plus chaud. Je parle pas là d'ouvrir la boîte à gifles directement, mais je pense que ça doit être pas mal plus corsé dans le vestiaire. Il y a quelques joueurs qui doivent se faire un petit peu remonter. En tout cas, je pense que ce serait le moment. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans une séquence, on l'a tous pas mal bien défini, cette première séquence de saison qui va se terminer avec le match contre Chicago avant une trêve. Il y a clairement un glissement par rapport aux
2 premières rencontres, regarde un match et demi dans la saison, il y avait 6 buts marqués. OK? Clairement, il y a quelque chose. Donc, il y a ce glissement, et donc c'est le moment de dire, de mettre les gars vraiment face à eux-mêmes avec un discours. Parce que c'est vrai qu'il était assez bon enfant, c'était assez youpi. Depuis le début de la saison, on est tous contents, qu'est-ce qu'on est content d'être une belle bande d'amis et tout. Là, il y a un moment où il faut les secouer un petit peu. Et c'est une autre facette du discours de l'entraîneur, et de le dire, OK, il y a ce dernier match avant la trêve, je veux voir quelque chose, et les gars, bougez-vous, en des termes pas mal plus secoués, je pense, que ça, mais il est temps d'avoir une autre facette du visage de Nancy, celui qui va être un petit peu, qui va remonter les bretelles, quoi. Mais vous savez quoi, les gars? J'ai l'impression que moi, je le crois quelque part, un peu comme tu viens de le dire, qu'à l'interne, ils regardent le classement, mais je pense que c'est pas une obsession avec le classement, c'est probablement une frustration de voir où tu pourrais être si tu n'avais pas échappé les points que tu as échappés. Puis Sid, tu parles souvent de la courbe d'apprentissage. Moi, c'est là que je sens l'énervement qui était clair. Il n'a pas commencé à péter une coche après la rencontre face à Cincinnati, Wilfred Nancy, mais tu sentais qu'il bouillait en dedans. Il a dit avoir sonné l'alarme à la mi-temps parce qu'il y avait une chance extraordinaire pour Romel Kyoto, à mon sens, de mettre ce match-là à l'abri parce que si tu marques juste avant la mi-temps, moi, jamais, au grand jamais, je vois Cincinnati revenir dans ce match-là. Mais c'est ça qui doit être l'irritant. Puis tu regardes le classement et tu te dis, hey, on pourrait tellement être plus calme, serein à l'approche d'un dernier match avant la trêve parce qu'Olivier Renard et Wilfred Nancy remâchent ce discours-là depuis le début. C'est la progression qui nous importe et tu sens que tu es sur la bonne voie, mais tu rates des occasions, puis au final, tu passes à côté des points importants. Qu'est-ce que tu penses d'abord de l'évolution dans le discours, Sid, celui de Wilfred Nancy, et après, peut-être un commentaire sur Romel Kyoto, parce que je ne veux pas être plate, et je ne veux pas lui jeter la pierre à lui seulement, mais c'est toi le gars là, qui est supposé de sauver les meubles en ce moment. Je comprends que tu vas peut-être pas marquer des buts à la Mason Toy à tous les matchs, mais là, la chance ratée en première mi-temps. Tu as beau te reprendre avec un super travail et une belle passe décisive à Mihailovic en deuxième, ça va jamais racheter le but que tu as raté en première. Effectivement, je pense que c'est un peu normal que le discours de Wilfried Nancy se durcisse. Je pense que au fur et à mesure qu'il prend ses aises dans le rôle d'entraîneur chef, on va le voir s'affirmer. Et puis on a vu quelques commentaires qui étaient assez durs, mais à la fois logiques. Il a quand même parlé de suffisance de la part de certains membres de son effectif, et il est revenu De un peu manque sur l'expression. d'humilité aussi. Ouais, de manque d'humilité, et puis il est revenu sur l'expression pas assez tueur. Mais sur le classement, je pense que je comprends l'idée que de se concentrer sur le contenu avant le résultat. Je comprends qu'il est tôt dans la saison, mais le classement dit aussi certaines choses. Il dit aussi que New England est très intéressante cette année, que Orlando aussi travaille bien. Il dit aussi que Cincinnati et Chicago Fire sont des équipes qui vraiment performent pas bien du tout. Et je crois que déjà, on peut commencer à tirer quelques tendances du classement. Ils sont septième, ils sont avec 9 buts, troisième meilleure attaque de l'Est. Avec 9 buts encaissés, ils sont aussi parmi les défenses les plus en péril, je dirais, dans l'Est. Donc il y a quand même des éléments à tirer de ces classements. Il y a une colonne que j'ai trouvée dans un site plus avancé où le Montréal est l'avant-dernière équipe dans les duels aériens. Ils gagnent environ 8 duels aériens par match. Avant-dernière équipe de la MLS, pas de l'Est, de la MLS. Et lorsqu'on voit les buts encaissés, par exemple contre Vancouver ou contre Cincinnati, et je prends ces deux équipes-là parce que c'est des équipes, ce sont, je pense, les deux seuls matchs où sur papier, collectivement, était d'accord que Montréal devait l'emporter. Et à chaque fois, ce sont les coups de pied arrêtés qui ont plombé l'équipe. Donc, on a des équipes qui étaient sur papier inférieures, mais qui ont joué sur leurs forces et sont faites surtout sur les faiblesses de Montréal. Et donc, il y a quand même des tendances qu'on peut voir dans ces tableaux. Donc, je peux comprendre que Wilfried Nancy ne peut pas forcément s'en occuper en ce moment, mais on est capable de trouver des données intéressantes. Pour Romel Kyoto, bon, on est à 1 but, 3 passes. Ça reste le
le moteur principal de l'attaque montréalaise. Maintenant, son but, je ne sais pas vraiment si c'est un problème de concentration, si c'est un problème plutôt de confiance, je ne sais pas, c'est difficile à expliquer. Je crois que malheureusement, c'est une très belle action. J'invite beaucoup les gens à la regarder depuis la passe de Struna. La passe de Struna, le décrochage de Hurtado qui pivote, qui trouve Hamdi qui envoie à Brault-Guillard qui avait déjà fait la course au moment où Hurtado demande ce ballon. C'était vraiment une belle action et qui aurait validé beaucoup de choses qu'essaye de mettre en place Wilfried Nancy. Maintenant, ce raté-là, c'est le raté de Johnson, c'est des ratés de Wanyama, c'est le raté de la Palainen, c'est des ratés qui aussi s'accumulent et qui peut-être aussi sont plus symptomatiques d'une maladresse dans le dernier tiers et c'est pas simplement le fruit du hasard. Ouais, les ratés dont tu viens de parler, par contre, je comprends où tu vas en venir. Pour moi, c'est des ratés en finale de coupe. Romel Kyoto, c'est un raté en finale de Ligue des Champions, en prolongation, quand il reste 3 secondes au match avant de t'en aller au penalty. Écoute, quand Sky Sports, à ce que je sache, n'a pas repris le raté de Victor Wanyama, n'a pas repris le raté de Bjorn Janssen. Celui de Romel Kyoto a fait le tour des réseaux sociaux de Sky Sports. Si on veut juste un élément de mesure. On va changer de registre, les gars. Au mois de janvier, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'avais été surpris dans toute cette histoire de rebrand d'entendre Kevin Gilmore, président du CF Montréal, nous annoncer qu'il y aurait éventuellement un volet féminin au club. Là, ça s'en va vers un volet féminin qui serait rattaché à l'académie, possiblement en 2022. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Patrick Leduc, qui est maintenant, vous le savez, directeur de l'académie au CF Montréal. On sent qu'on est en pleine construction de ce projet-là. On est en discussion avec, entre autres, Soccer Québec. Donc, on ne peut pas trop dévoiler, mais ça semble être sérieux. D'abord, Jean, est-ce que ça reste encore pour toi, quelques mois après la première annonce au mois de janvier, une surprise? Puis, qu'est-ce que tu vois comme visée de la part du club? D'abord, c'est une bonne surprise parce que ça avait été annoncé, mais ça avait été annoncé, disons, dans le flow un petit peu de toutes les déclarations et tout. Donc, on attendait un petit peu de voir comment ça allait être concrétisé. Est-ce que c'était du blabla ou est-ce que ça allait vraiment donner quelque chose? Je suis super content de voir que ça a lieu, que ça se concrétise, que ça existe dans le cadre, dans une structure déjà existante, parce que je pense que c'était vraiment le plus important. Moi, c'est quelque chose que j'avais envie de voir vraiment depuis longtemps, comprenant tout à fait d'ailleurs que ça demandait un certain nombre d'efforts, et en particulier financiers, qui n'étaient pas forcément au bon moment, on va dire. Parce que le développement des clubs, la situation financière de chaque club fait que c'était difficile de rajouter un nouveau poste financier. Parce que tu dis académie, ça veut dire aller vers une équipe senior féminine aussi, hein, parce que je pense que les deux doivent aller main dans la main. Par contre, sur le concret... Pourtant, Jean, je veux juste apporter un petit bémol là-dessus parce que Kevin Gilmore a été questionné par Frédéric Duchesneau de la presse, puis en ce moment, il n'y a pas de visée d'avoir une équipe pro. Donc, ça, c'est un élément qui me surprend un peu à quelque part. Peut-être que ce que Gilmore est en train de faire en ce moment, c'est juste pas se compromettre et il se dit dans 5 ou dans 10 ans, c'est l'objectif ultime. Mais pour le moment, ce serait vraiment juste former des jeunes joueuses dans la structure de l'académie. Non, je comprends ça. Et oui, je vois assez bien le projet. Et actuellement, je comprends aussi que tu ne puisses pas rentrer de plein pied vers un projet d'équipe senior féminine. Actuellement, non. Je comprends, même si j'aimerais beaucoup ça, je comprends qu'il y ait des freins. Par contre, ouais, il est nécessaire d'avoir un phare pour toutes les jeunes joueuses et leur donner un objectif. On a parlé déjà de la nécessité que des jeunes joueuses puissent intégrer des académies un petit peu partout et tout, que ça puisse se passer ici. Je pense que c'est important, c'est fondamental, c'est même ça peut permettre d'être un modèle parce que je ne connais pas énormément de cas où ça se produit au niveau d'une académie, c'est-à-dire offrir des structures de haut niveau pour des jeunes joueuses. Je pense que c'est vraiment, vraiment l'avenir et c'est la chose vers laquelle il faut aller. Et je pense que c'est une occasion incroyable ici pour la province et pour mettre le club dans un certain... lui donner une certaine aura dans ce domaine-là.
Bon, Sid, là, moi, il y a une couple d'affaires qui me mélangent solidement là-dedans, mais la bonne nouvelle, c'est que je suis mêlé parce que c'est comme si le discours était le bon en ce moment, mais ça clash tellement avec le discours du passé que je me demande, OK, sais-tu qu'on a juste fait un U-turn? C'est qu'on voit les choses d'un œil différent maintenant? J'ai eu l'occasion de poser la question à Patrick Leduc hier. J'ai dit, là, ce que je comprends pas, c'est qu'on est prêt à investir chez les filles, alors qu'il y a pas si longtemps, on mettait la clé dans le FC Montréal. On remettait en question, souvenez-vous, à l'arrivée de Patrick Leduc, lui, sa job, c'était de réévaluer les programmes de l'académie puis de voir comment on est capable de mieux rentabiliser. Puis on se demandait même, à terme, ça venait de Joey Saputo, est-ce que l'académie a sa raison d'être? Là, ça fait pas 25 ans de ça, là, ça fait quelques années seulement, et on en est à se dire, amenons des filles dans le giron de l'académie. Je trouve que ce serait tout à fait logique si, par exemple, il y a des fonds disponibles venant de Soccer Québec ou peut-être c'est plus pertinent que ça vienne des poches de Soccer Canada. Et avec ces fonds-là, on est capable de payer les infrastructures que le CF Montréal a à sa disposition, puis les entraîneurs. Puis là, quelque part, tout le monde met son expertise à contribution et ça fait avancer le soccer féminin. Mais sachant que l'an dernier, et là, je ne veux pas revenir là-dessus, mais tu as quand même remercié le directeur de ton académie, Philippe Lafroy, et là, moins d'un an plus tard, on dit qu'on avait peut-être à quelque part sous-estimé dans le passé le rendement d'une académie qui a quand même produit des joueurs. Puis on voit cette année que quand tu les fais jouer, ces joueurs-là, ben oui, ils vont faire des erreurs, mais ils sont aussi capables d'élever leur jeu et de contribuer comme il faut. C'est pour ça que je te dis, je suis un peu tiraillé parce que ça s'en va vraiment dans la bonne direction, mais c'est tellement un clash avec ce qu'on a entendu et ce qu'on a pris comme décision concernant l'académie dans les années passées. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des décisions de différentes administrations et qui parfois, mis bout à bout, ne sont pas cohérentes. Mais je distingue quand même ce qui est souvent l'objet de beaucoup de discussions, la notion d'équipe réserve et celle d'académie. Effectivement, c'est l'idée d'un tremplin pour des joueurs qui sortent d'une académie par l'équipe réserve, c'est louable. Mais il y a aussi des clubs pro qui fonctionnent très bien et qui sortent beaucoup de jeunes qui ont aussi coupé dans cette notion d'équipe réserve et qui ont vraiment investi sur les U19 en souhaitant qu'ils soient en mesure de faire le saut après chez les pros. Du côté de l'académie, effectivement, Philippe Lafroy, c'est un gros morceau qui a subi les effets de la pandémie, dont parfois on discute pas tant, mais qui c'est pas non plus anodin que ça arrive à cette période-là. Mais je te dirais que ce qui m'interroge le plus, et Jean en a un peu parlé, c'est l'absence de structure senior qui fait en sorte que pour l'instant je vois un doublon avec le travail du Centre national de haute performance, le CNHP et les équipes Québec. Et là, je suis très enthousiaste à l'idée que nos jeunes athlètes bénéficient elles aussi des structures du centre Nutrilait et de l'expertise en place de l'académie. On sait qu'il y a des Serge Dankota qui sont ailleurs. On a une Ouais. très belle expertise et dont j'ai hâte qu'elles en bénéficient. Je vois pas encore quel est l'horizon sans la présence d'une équipe senior. Est-ce que je m'interroge encore et je sais que le Canada a beaucoup à travailler. La FIFA vient de sortir un rapport sur l'état du football féminin dans le monde. Le Canada n'est pas cité dans ce rapport-là. Je pense que c'est quand même assez alarmant le fait que le Canada prenne ce retard dans tout ce qui dans le soccer féminin. Donc je salue l'initiative de Montréal, mais je m'interroge encore sur voilà comment ça va s'arrimer avec les programmes actuels et quels sont les horizons pour souhaiter pour les filles qui seront formées. Est-ce qu'on va parler vraiment d'une académie comme on l'entend pour les garçons ou de programmes de collaboration? Je m'interroge énormément sur tout ça, même si je suis très heureux pour les futures participantes de l'initiative. Ben, à court terme, moi, je vois pas de doublon, même si ta réflexion est tout à fait pertinente, parce que je pense que ça va être l'objectif numéro un du CF Montréal et surtout de Soccer Québec, d'éviter ça. D'ailleurs, Mathieu Chamberlain, le DG de Soccer Québec, c'est sa principale préoccupation, d'éviter de faire le travail en double. Là, les garçons, ça va être terminé.
le Centre national de haute performance, ce que je vois, c'est que ces groupes-là vont devenir intégrés à l'académie, mais c'est quand même assez complexe parce que, un, tu as les structures provinciales, deux, tu as les structures pro, puis trois, tu as Soccer Canada qui chapeaute tout ça. Ça commence à faire des chefs dans la cuisine aussi. Pour Patrick Leduc, je pense qu'il va avoir besoin de sortir. Puis ils font un excellent travail d'ailleurs. Ça, il faut le saluer. Là. Souvent, on présentait la relation, on en a parlé ici à l'émission aussi, de cette déconnexion entre le plancher des vaches, le soccer amateur, le soccer juvénile aussi, et le seul club pro de la province. Ben, je pense que là, on est en train de prendre des pas dans la bonne direction. Puis ce fameux partenariat, là, des fois, là, c'est très papier, politique, puis c'est léché, dans le fond, pour faire une opération de relations publiques. Mais Kevin Gilmore, Patrick Leduc, il faut leur donner ça. Il y a un énorme boulot qui est fait. Puis même s'il reste encore énormément de travail, je le répète, j'ai l'impression qu'on s'en va dans la bonne direction. Si on y va maintenant avec notre segment en temps additionnel, on va changer de vitesse, les gars. On s'en va du côté de l'Europe parce qu'il s'en est passé des affaires au cours de la dernière semaine. Là, Jean, explique-moi ça. Comment ça fonctionne cette année en Europe? Tu gagnes un championnat, tu lèves le titre, tu vas prendre ta coupe de vin, puis après ça, tu vas signer tes papiers pour dire que tu t'en vas au chômage? C'est ça? Yeah, exactement. Et c'est assez incroyable quand tu regardes ça, quand tu regardes donc Conte à l'Inter, Ouais. Galtier à Lille, Flick en a. Mais bon, il y a quand même quelque chose, c'est que ce sont 3 cas, donc 3 champions nationaux avec parmi les 5 championnats majeurs, dans des 3 cas complètement distincts les uns des autres. Hein. Dans le cas de Galtier, c'est un peu très proche du phénomène Zidane, là, qui, quand il a 3 ans, il a dit, regarde, j'ai amené le groupe au maximum de ce que je pouvais faire. Il est temps de voir ailleurs, il est temps de partir sur un autre challenge. Je pense que là, je suis un petit peu au bout. C'est le cas je pense, de Galtier, et c'est un petit peu ce qu'il a annoncé avec d'autres challenges qui semblent l'intéresser un petit peu plus et une analyse de ce qu'il a fait avec Lille. 3 ans à Lille, à un moment où c'était difficile, d'abord stabiliser le groupe, l'équipe, parce qu'elle glissait quand même sérieusement vers le bas. 2, la ramener dans le haut du classement et en Ligue des Champions. Troisièmement, le titre. Je ne vais pas faire de parallèle avec la situation PSG, etc. Mais clairement, ce que je vois, c'est que là, il a réinstallé l'équipe l'équipe dans un environnement qui est super compétitif, parce que tu regardes, à part PSG, tu regardes, tu as Lyon, tu as Monaco, tu as Marseille, tu as Rennes, tu as Saint-Etienne, tu as beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à je dirais, les 2 places. Parce que tu sais que PSG va prendre une des 3 places de Ligue des Champions à coup sûr. Donc, il y a 2 places à aller chercher. Là, ils sont allés au max, non seulement en prenant une des 2, mais en prenant le titre. Donc là, il est allé au maximum. Dans le cas de Conte à l'Inter, champion, détrôner la Juventus, et là, d'un seul coup, on lui dit, tu voudrais renforcer l'équipe. Nous, au contraire, on pense faire du vide là, parce que on a des gros problèmes au niveau finance, et donc on veut dégraisser sérieux. Il dit, OK, là, d'accord, les gars, mais moi, dans ce cas-là, ça ne m'intéresse plus. Jean, imagine-toi une seconde là, cette conversation-là, les gars. Vous connaissez, là, moi, je n'ai jamais été capable de le rencontrer, là, Antonio Conte, là, mais tu le regardes une demi-seconde sur la ligne de touche, puis tu comprends le personnage, comme joueur aussi. Imagine cette rencontre-là, quand le groupe de dirigeants dit, bon, Antonio, viens, là, il faut t'expliquer ça. On veut juste te dire d'abord, good job, veux-tu un café? Félicitations, c'est la première fois en 11 ans qu'on gagne un championnat. C'est la Juve qui gagnait tout. On t'a amené ici. On a été capable d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. À cette heure, serais-tu capable de vendre nos meilleurs joueurs, s'il te plaît? Puis on aimerait ça juste réduire la masse salariale parce que imagine cette conversation-là. Imagine le visage d'Antonio Conte. Jean, j'aurais payé une fortune pour voir ça. C'est magique. C'est magique. Et lui, ça a dû se toucher à un moment. Et puis, je vois tout à fait sa réaction. Parce qu'il dit, OK, je vais être poli, je vais me lever, je vais partir. Tu penses? Puis voilà. Non. Bon, ça dépend. Okay. Non. C'est sûr qu'ils ont des affaires qui ont bougé plus que ça. D'une perspective canadienne, par contre, Sid,
quand tu regardes ce qui se passe à Lille, chapeau à Jonathan David, John Herdman, moi, mon premier réflexe, ça a été de penser que le sélectionneur canadien allait se dire, j'ai des gars qui sont champions en Turquie, avec Kyle Aaron, Atiba Hutchinson, Yeah. en Serbie avec Milan Borjan, en Écosse avec Scott Arfield, en Allemagne évidemment avec Alphonso Davies, en France aussi. Mais là, je vous parlais de ma discussion avec Patrick Leduc hier. Je lui ai posé la question à quel point John Herdman se frotte les mains parce que quand même, Patrick, avant son arrivée comme directeur, son arrivée au CF Montréal, passait du temps avec les programmes nationaux. Patrick m'a dit quelque chose qui m'a un peu pris de court et qui m'a un peu déçu parce que je pense qu'il a peut-être raison à quelque part là-dedans. Il a dit, moi, ça m'inquiète un peu parce que ces gars-là, tu veux qu'ils aient faim. Tu veux qu'ils se repointent en équipe nationale avec le couteau entre les dents. Et là, tu as peut-être le danger de te dire, hey, j'ai accompli ce que j'avais à accomplir pour l'année. Je fesse-toi un petit peu. Puis quand je reviens, j'ai peut-être pas la même faim que j'aurais eu à avoir terminé 2e ou 3e en championnat, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là, Sid? Je me serais jamais posé la question vis-à-vis de l'Euro et de tous leurs coéquipiers qui sont sûrement internationaux européens et qui veulent remporter l'Euro. Je vois pas Mais tu es à l'Euro. pourquoi Tu es la, qualifié pour l'Euro. Tu t'en vas pas jouer des matchs weird en CONCACAF, puis après ça, un match de qualif contre Haïti. Dans le fond, ce que tu es en train de dire, si tu étais dans l'octogone, l'hexagone, là, appelle ça comme tu veux, là, cette année, la phase de qualification qu'il y aura pour la Coupe du Monde 2022 à l'automne en CONCACAF, là, peut-être que la question ne se pose pas, mais est-ce qu'il y a danger de prendre les matchs d'ici là d'un peu trop haut? Oui, effectivement, c'est sûr que c'est peut-être pas le même niveau de motivation par rapport à leur fin de saison, mais je crois que il faut placer les intérêts du Canada euh, au niveau qu'ils doivent être et de leur donner le respect qu'ils méritent. Se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est important. Bien faire à la prochaine Gold Cup, parce que c'est demain, ça aussi c'est très important. C'est pas, le défi qu'a Herdman, c'est à la fois le même défi qu'a tous les sélectionneurs. Je pense pas que les joueurs canadiens soient plus prompts à ne pas vouloir performer en sélection nationale que d'autres joueurs des clubs, hein, que l'ensemble de leurs coéquipiers. Oui, la Gold Cup, hein, faut pas l'oublier celle-là, parce qu'avec la Copa América, les Olympiques, l'Euro, il y a aussi une Gold Cup en 2021. En fait, il faut plus se demander quelle compétition n'a pas lieu cette année que de faire la liste de toutes celles qui auront lieu. Il y en a une compétition qui a été conclue quelques jours avant la grande finale de Ligue des Champions. Mercredi, c'était la finale de Ligue Europa. Jean, puis là, ce que je veux savoir, c'est Unai Emery, là. Son encyclopédie sur comment gagner la Ligue Europa, ça sort quand? Et c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, ça m'a un peu énervé le discours qu'il y avait à l'époque, ou en particulier à la fin de son passage à Paris, où on disait ouais, mais c'est qu'un entraîneur d'Europa League et tout. Parce que je trouvais que c'était le vendre un petit peu. C'était un peu cheap comme coup de. Hein, et puis, c'était dire un petit peu côté Paris, nous, on a un statut autre que ça. Et maintenant, tu penses quoi? Il y a clairement un savoir-faire qui est dû. Est-ce que, parce que ces réussites ont été donc avec Séville et avec Villarreal, c'est vrai que ces passages au PSG à Arsenal ont été moins convaincants. Est-ce que c'est de nature? Est-ce qu'il est mieux dans un environnement dont il est clairement plus proche? Parce que j'ai encore du mal à penser qu'il peut plafonner sur un type de compétition à type de niveau, même si je vois très bien que, par exemple, à Paris, il y a un type de pression et il y a un coût à payer, un écho au vedettariat qui n'existe pas dans d'autres clubs avec lesquels il a plus d'habitude de faire. Et que ça peut créer... Tourelle l'a dit quand il a quitté Paris. Il a dit, regarde, au niveau politique et au niveau interne, ça ne dort pas. Donc, peut-être qu'il y a effectivement quelque chose. Maintenant, clairement, il est capable d'amener ses équipes parfaitement rodées, parfaitement préparées au sommet. Regarde ce qu'il a fait à l'époque donc avec Séville, regarde ce qu'il fait avec Villarreal en éliminant Arsenal en demi.
et en battant United. Mais non seulement en battant United, mais en empêchant United de faire quoi que ce soit. Même si ça peut être une grosse finale au niveau des occasions, au niveau de la qualité du jeu, c'est en particulier parce que Villarreal a décidé que United n'utiliserait pas ses points forts. Et puis voilà. Donc, ouais, chapeau Unai Emery, et tu as envie de voir un petit peu comment il va continuer à évoluer, parce que là, c'est vrai, Villarreal, bon, ils ont eu une belle période au milieu des années 2000, qui était une belle équipe, vraiment belle équipe, avec un petit côté argentin, là, du côté de Boca Diego Juniors, il est allé Forlan. chercher Il y a- c'est il y avait l'époque où Forlan était Forlan, là. Ouais. Palermo, Ibarra, Arruabarrena, Riquelme. Mhm. Mhm. Et non, c'est une belle équipe. Mais qui est clairement là, va avoir de la difficulté à aller un petit peu plus haut. Donc, je un petit peu de voir comment ça va se développer. Ouais, il y a la qualité du jeu qui a peut-être pas offert le plus grand spectacle, mais la séance de tir au but, Sid, Et 11-10, tu passes tout le monde, puis j'étais occupé à faire un paquet de trucs en même temps. Toutes les fois que je levais les yeux, c'était un autre rond vert, puis un autre rond vert, puis un autre rond vert, jusqu'à ce que David De Gea pointe. Puis là, c'était écrit au ciel, tu disais, bon, il y a un X qui s'en vient. Ironiquement, oui, parce que le foot a souvent ses pieds de nez, et il est vrai que on ne devait pas être les seuls à penser que David De Gea allait manquer son tir, bien qu'il y ait quelques joueurs qui avaient aussi des bonnes têtes pour être les héros tragiques du soir. Moi, finalement, en fait, ce que je retiens, et c'est un peu champ gauche, mais c'est que Villarreal, c'est 50 000 habitants, donc c'est environ la taille de Mascouche. Et j'étais halluciné de cette information qui a circulé hier, de penser que Old Trafford rempli, donc avec 71 000 personnes, c'est plus C'est gros plus que Villarreal. que Villarreal. Sur ça, j'ai trouvé ça fascinant, et puis genre, je pense que, enfin, il y a que le football qui peut faire ça, sachant qu'il y avait aussi quelques joueurs qui étaient formés au club et natifs de Villarreal. Donc tu es natif d'un village de 50 000 personnes et tu montes sur le toit de l'Europe avec l'Europa League. Je trouve ça hallucinant et très très poétique, si je puis dire. Ouais, j'ajouterais même que Old Trafford, dans un match de FA Cup contre une équipe de deuxième ordre, c'est plus que Villarreal. Je n'étais même pas obligé de le remplir au complet ton stade, puis tu auras le même scénario. Jean parlait de Thomas Tuchel tantôt. Ben, c'est lui qui va tenter de faire la barbe à Pep Guardiola en fin de semaine. Qu'est-ce que tu vois, Sid, pour cette finale-là de Ligue des Champions qui s'en vient? Écoute, on a tout à perdre du côté de Manchester City et de Pep Guardiola. Ça fait 10 ans qu'il a pas atteint ce stade, et 10 ans dans lesquels on a beaucoup parlé de sa dépendance à Lionel Messi, parce que bon, pendant ces 10 ans, il était quand même à la tête de Manchester City et de Bayern de Munich, donc les effectifs n'ont jamais été vraiment remis en question. Et malgré que c'est un entraîneur extraordinaire qui a réussi partout où il est passé, et qui là a validé son troisième titre en 4 ans avec Manchester City, il est attendu au tournant, cette forme de validation supplémentaire d'une finale qui a tout en fait d'un piège pour lui, puisqu'on a une équipe qui a un peu le numéro de Manchester City en face, le Chelsea de Tuchel qui semble très armé dans sa structure, dans ses acquis depuis l'arrivée du technicien allemand. Donc ce sera assez un duel peut-être crispé, parce que c'est la finale, mais je le vois plus du côté de Guardiola finalement, même s'il y a une belle histoire d'un Tuchel qui a été limogé du Paris Saint-Germain en décembre et qui a repris un groupe un peu moribond à la 9e place et qui les a qualifiés pour la Ligue des Champions, etc. Mais je le vois du côté de Pep Guardiola comme vraiment... J'imagine un exultoire en cas de victoire finale, mais peut-être peut-être le début la continuité d'un long chemin de croix s'il n'y arrive toujours pas depuis qu'il a quitté Barcelone. En marge du match, Jean, ce qui retient notre attention, c'est que du côté de Chelsea, avec des supporters qui pourtant devraient avoir faim de voyage parce que ça a été plus que limité depuis le début de la pandémie, et on sait que les clubs en Angleterre,
c'est pas exclusif au Royaume-Uni, là, mais les clubs de Premier League voyagent en grand nombre, sont très enthousiastes, surtout pour des finales. Mais là, il y a quoi? Il y a 800 billets que les supporters de Chelsea ont remis à l'UEFA parce que ben, on n'était tout simplement pas intéressés, pas par le match, mais par le prix. Ouais, voilà. Bon, on a pu voir comment les supporters de Chelsea sont, et de clubs anglais, mais Chelsea, puisque c'est le cas dont on parle, sont capables de s'organiser. Et parce qu'il y a vraiment des groupes qui sont extrêmement actifs, extrêmement. On l'a vu à l'époque Mhm. de la Super League. Et comment ils sont capables vraiment de peser et de faire entendre leur voix. Là, il y a un gros mouvement, effectivement, qui dit à l'UEFA, vous foutez de nous, parce que vous nous arrivez avec des packages pour aller donc à Porto, incluant des vols charter. Tu sais que les supporters anglais sont extrêmement débrouillards et capables vraiment de trouver les moyens, tous les moyens possibles pour aller dans des déplacements et tout. Et là, ils disent, regarde, non, honnêtement, vous nous avez fait un coup déjà incroyable il y a 2 ans de nous envoyer à Bakou. Mais Ah et oui. même, hein, c'est Chelsea aussi contre Arsenal, pour une autre finale Mhm. toute anglaise, complètement à l'autre bout de l'Europe. Là, vous avez vraiment, vraiment exagéré. Et là, vous nous mettez des packages à des prix complètement délirants pour aller, donc, hop, hop, aller-retour rapido à Porto. Et alors que on pensait être un peu plus sur la même longueur d'onde depuis quelques mois et depuis cette fameuse histoire de Super League où là on était pas mal du même côté et on a un petit peu nous poussé pour dans le même sens que l'UEFA. Et là d'un seul coup tu vois que l'UEFA ben c'est à sa façon la même machine que les autres, hein, et que ils veulent quand même récupérer de l'argent de tout le monde, alors un geste en particulier en ce moment aurait été pas mal plus intelligent. Oui, et en tout cas, c'est là où tu te demandes, est-ce que tu pouvais rapprocher ça de l'Angleterre? Je sais que c'est pas très loin, le Portugal, mais si tu voulais monter le prix, mais c'est le déplacement qui devient fou aussi pour les supporters, là. C'est pas le prix du billet en tant que tel, d'une perspective nord-américaine où, par exemple, au Centre Bell, ça peut facilement te coûter 200, 400 pièces. Je parle même pas de série, là. Imaginez le match numéro 7 d'une finale de Coupe Stanley, parce que c'est ça. Ce serait des centaines, voire des milliers de dollars. Ça, tu le comprends, mais le Centre Bell, il est à quelques minutes de chez vous, peut-être quelques heures de voiture si tu es ailleurs au Québec. Là, le problème, c'est que tu prends l'avion et tu es pris en otage par ces packages-là. Et c'est là où ça devient très frustrant. Parlant de frustration, Jean, Sergio Ramos, pas à l'Euro avec l'équipe d'Espagne. Écoute, j'ai l'impression de vivre une époque que je me rappelais pas possible. Un Sergio Ramos pas sélectionné par l'équipe nationale. Ça fait un bout, hein, tout un bail, Écoute, mais ça nous ramène 15 ans au moins en arrière. Donc à une époque où il n'était pas au Real, à une époque où il n'était pas un défenseur central, à une époque où il était à peine titulaire. On parle à l'époque avec Puyol, Marchena, Capdevila, il me semble. Ouais. Et ben voilà, il est devenu non seulement incontournable, mais un pilier, non seulement un pilier, mais vraiment une icône au niveau du foot, et en particulier du foot espagnol. Voilà, c'est une légende, Sergio Ramos. Et puis là, effectivement, il y a cette décision de Luis Enrique qui l'a expliqué et puis qui tient debout. Hein, qu'il a eu une saison complètement pourrie par les blessures. ah ouais, Il a joué quoi, 15 matchs dans la saison. C'est pas assez, sachant qu'il s'agit, honnêtement, ça va être un euro qui va être défini par l'état de forme, la santé, le niveau de fatigue et les tout blessures. à fait. Clairement, Ouais. si tu veux aller loin dans cet euro-là, il va falloir que tu aies un effectif qui soit super remonté physiquement. Donc là, Enrique dit, je ne peux pas me permettre ça, je peux pas me permettre ça. Et j'ai parlé à Sergio, et puis là, j'ai dit qu'il ne rentrait pas là dans ma liste. Alors, ce qui est important, ça, et puis bon, tu sais que tu as Laporte, on en a parlé il y a 2 semaines, qui Mhm. arrive. Donc, il y a quand même. Bon, là-dedans, il faut aussi rajouter une couche, c'est que dans sa liste, vous savez qu'il est allé chercher quand même
il a fait évoluer. Hein. Tu regardes qu'il n'y a pas de joueur du Real. Carvajal est blessé lui aussi. Il y a trois joueurs de Barcelone, deux de l'Atlético. Donc, On est loin les de trois Del meilleurs Bosque. Là. clubs. Ah ouais? On est méchamment loin de Bosquet, effectivement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est que là, les gros clubs ont plafonné, à mon avis, au niveau de la formation, au niveau de renouvellement, qui sont allés un petit peu chercher partout, mais que les clubs qui nourrissent la sélection, ben maintenant, il faut aller les regarder du côté de Séville, il faut aller les regarder du côté de la Sociedad, de Bilbao, de Villarreal. Et donc, c'est un problème de fond qui est peut-être plus intéressant pour l'Espagne. Et pour Sergio Ramos, eh ben, la question, c'est est-ce que c'est une question de circonstance ou est-ce que, ben, C'est justement, terminé. il est temps de passer à autre chose maintenant et peut-être pour toute une génération. Ouais. Si l'Euro est remporté par l'Espagne, qui va garrocher le trophée en bas de l'autobus? Comment on Je pourrait ne sais pas, tu sais, mais ce serait quand même assez fou de la part de Luis Enrique de réussir à gagner cet euro avec l'Espagne. En tout cas. Non, tu as l'air plus enthousiaste quand tu parles de Thomas Tuchel puis son Chelsea face à Manchester City qui a toute la pression que par rapport à l'Espagne à l'Euro. On va enchaîner, les gars, avec nos questions qui nous ont été posées. Segment sujet chaud. Sid, on va commencer avec une question de Meroy qui nous ramène dans le giron du CF Montréal en disant considérant que Montréal est atroce sur coup de pied arrêté, pas certain de ce qu'il en pense pour vrai, M. Meroy, mais étant donné qu'ils sont atroces sur coup de pied arrêté, à quel point une partie du blâme doit-elle revenir aux gardiens? Est-ce qu'on a atteint le point où Pantémis devient une option qu'on considère sérieusement, pas pour la suite, parce qu'on a déjà défini ton moyen terme, court terme et long terme il y a quelque temps, mais en fin de semaine, par exemple, serais-tu jeté à terre de voir que Pantémis est dans le 11 de départ? Puis, en parallèle, pour répondre à la question, quelle part de responsabilité revient au gardien dans un match comme celui du week-end dernier, par exemple? Oui, une grosse part de responsabilité puisque, on sait très bien que les coups de pied arrêtés, c'est un thème récurrent qui revient. C'est une source de buts. Je pense que, bon, il y a 2 pénaltys, mais il y a 3 coups de pied arrêtés sur les 5 buts, sur les 9 buts, pardon, qu'encaisse, Montréal. C'est beaucoup et il y a des adversaires qui, tantôt, comme je le disais, qui peuvent être en difficulté dans le jeu, mais qui savent que sur cette phase, de jeu spécifique, ils peuvent Ah prendre, ouais. un ascendant sur Montréal. Donc, Clément Diop, comme l'ensemble de sa défense, hein, quand je parlais des 8 duels aériens, fait partie du problème, genre, pas même de l'équation, du problème, et que je suis pas, comment dire, affirmatif que Pantémis est forcément, je veux dire, la solution à ce problème-là, mais je pense qu'on est à une situation où pourquoi pas aussi l'essayer. Et puis, je vais pas répéter ce que j'ai dit la semaine passée sur, voilà, sur ma vision de la gestion des gardiens. Mais non, je peux aller un peu dans le sens de notre auditeur, oui. Moi, je pense que quand tu regardes ça, Wilfrid Nancy disait hier à la radio, c'est un état d'esprit les coups de pied arrêtés. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et c'est pas un état d'esprit qui est spécifique à un gars. Tu sais, tu peux pas dire, tu amènes un John Terry, puis tout d'un coup, tout change. Ceci dit, quand ton gardien a la prestance d'un John Terry ou d'un Godin à l'époque avec l'Atlético, c'est contagieux. Puis c'est ça que tu n'as pas en ce moment. Tu as le contraire, en fait. Tu as de l'incertitude. Pour moi, le premier but que tu encaisses sur corner, la grosse erreur dans tout ça, c'est le positionnement final de Clément Diop. Et c'est vrai qu'il y en a des erreurs qui ont été faites avant. Tu dois dégager le premier ballon, tu dois le gagner. Ta statistique est éloquente à ce niveau-là. C'est tu n'en gagnes pas assez de ballons dans les airs. Ça, c'est la première affaire. Le deuxième ballon, il faut que tu le gagnes. Mais après, étant donné que Diop sort pas, déporté à sa gauche, essaye de revenir. Au final, là, c'est un ballon où, si tu es positionné au bon endroit, tu cueilles ça comme une pomme à l'automne. Là. C'est un petit ballon lobé, mais c'est que tu es tellement déporté loin à ta gauche que là, ça passe par-dessus ta tête et ça rentre au fond des filets. Et je pense que c'est cette énergie-là, un peu nerveuse, incertaine, qui est contagieuse. Et c'est aux joueurs de se protéger contre cette fébrilité-là.
et de faire leur travail, chose qui n'a pas été faite. Mais au final, moi, je serais pour donner une chance à Pantémis parce que, comme tu l'as dit, à talent égal ou à certitude égale, je ne sais pas pour vous, mais en ce moment, moi, je me dis, ce serait probablement aussi bien de James Pantemis ou, si ce n'est pas aussi bien aujourd'hui, au bout d'une dizaine de matchs, il aurait probablement trouvé ses repères. Et c'est là que ça se passe. Moi, j'ai toujours cru depuis le début de l'année, le poste de numéro 1 était à Diop, mais il était aussi à Diop de garder ce poste-là. Il n'était pas garanti. Et moi, je trouve que avec surtout là, ces coups de pied arrêtés-là, de rentrer une personnalité qui a peut-être le potentiel d'être plus forte. Moi, j'ai vu James Pantemis, quand il a joué son match il y a quelques semaines, enguirlander ses défenseurs à un moment donné parce qu'ils étaient mal positionnés sur un tir. S'il est capable de faire ça quand c'est juste un petit match que tu donnes comme ça, si tu lui donnes la confiance de le ramener à plusieurs reprises cette année, en train de dire qu'il faut que tu lui donnes le numéro 1, mais il faut que tu lui donnes des matchs parce que moi, je ne vois pas de signe en ce moment que Clément Diop va s'asseoir dans cette chaise-là et dire tu me tasseras jamais sur les 3, 4, 5 prochaines saisons. Je ne vois juste pas ces signes-là, donc je suis d'accord avec toi. Je vais dans le même sens que toi pour répondre à la question de Meroy. Oui, je pense que ce serait le temps de donner du temps à Pantémis, du temps de plus. Est-ce que c'est tout de suite en fin de semaine ou est-ce que là, tu ne veux pas trop abîmer la confiance de Clément Diop? Moi, je suis prêt avec ça. Mais c'est clair qu'il faut que tu donnes des matchs plus régulièrement à James Pantémis cette saison. Jean, une question maintenant de Jean-François Lepage qui nous parle de Zizou. On annonce que Zidane quitte le Real Madrid. Où crois-tu qu'il ira par la suite? Serie A, MLS, autre? Moi, je vois vraiment pas Zidane en MLS. C'est un gars qui est tellement bon pour gérer les Benzema, les Ronaldo. Je pense pas. En tout cas, il l'a mieux démontré sur son deuxième règne au Real. Il est capable de construire un groupe, pas juste de maintenir quelqu'un, une équipe au top. Mais je ne le vois pas trop débarquer pour aller jouer un match à Minnesota United. Non, non, je pense que tu as raison. Ça fait quelques jours déjà que la rumeur est là sur Zidane, mais elle était liée à des touches qu'il avait eues à la Juventus. Parce que clairement, en particulier du fait que la Juventus au tout début de ces rumeurs, la Juventus n'était pas encore assurée d'être en Ligue des Champions l'année prochaine, ce qui était un monumental échec pour Pirlo. Ils sont raccrochés au tout dernier moment et finalement, ils ont pris cette 4e place, mais il était quasi certain que Pirlo allait pas rester. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, puis il saute. Mais en fait, moi, je m'attendais effectivement à ce que ce soit qu'on annonce Zidane comme nouvel entraîneur. À première vue, c'est le retour de Allegri qui serait plutôt annoncé. Mais je m'attends quand même à voir Zidane réapparaître. Oui, en Serie A, ça me semblerait pas mal le plus logique, à moins qu'il y ait autre chose. Tu vois, genre, je sais pas, par exemple, un sélectionneur de l'équipe de France qui dirait, moi, je m'en vais après l'Euro, par exemple. Je sais pas, quelque chose comme ça, tu vois. Ou, enfin, on attend, parce que tu l'annonçais en tout début d'émission, il y a un mouvement d'entraîneurs qui est complètement malade en ce moment. Je ne veux pas dire qu'on va voir Zidane au PSG, au Bayern, etc. La dernière rumeur, c'est Pochettino qui serait en train de reparler avec Tottenham. Donc, on est actuellement dans une période pas mal folle. Donc là, je dirais, Zidane, je le verrais probablement repartir en Italie, où ça ne sera pas évident non plus. Est-ce que l'Inter est en train de chercher quelqu'un? Et en plus, on annonce Conte au Real. Ce serait rigolo. Oui, et juste pour clarifier, oui, Jean Gounel vient de vous dire que Mauricio Pochettino est en discussion avec Tottenham pour un potentiel retour. Est-ce que je vous ai déjà dit qu'à toutes les fois que José Mourinho s'en va, il faut appeler Calinette? Je ne sais pas c'est quoi la version argentine de Calinette, mais c'est Pochettino qu'on est en train de regarder en ce moment. Hallucinant. Là, je ne veux pas revenir sur José Mourinho. Tout allait bien jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Sid, je t'ai vu réagir tantôt sur cette possibilité-là d'avoir un Zidane en équipe de France. Je pense que tu as quelque chose à ajouter en plus, mais à ça, tu réagirais comment? C'est son destin.
C'est une évidence, c'est écrit dans le ciel, c'est son destin. C'est simplement à quelle compétition il va prendre l'équipe. Est-ce que Didier Deschamps sera du Qatar 2022 ou pas, mais c'est le destin de Zidane de reprendre les Bleus lorsque Deschamps dira stop. Mais au niveau de la valse des entraîneurs, on a eu un débat très intéressant il y a quelques temps ici sur est-ce qu'il y aura d'autres Wenger, d'autres Ferguson, et on l'a pris un peu on l'a pris du côté des clubs. Est-ce que les clubs auront la patience de permettre à des entraîneurs de pouvoir s'installer aussi longtemps que Wenger et Ferguson? Je pense que cette Ouais. année, on réalise que du côté des entraîneurs, est-ce qu'il y a une envie de vouloir s'installer longtemps dans un club? Je crois que lorsqu'on a autant, c'est pas anodin quand même que trois entraîneurs champions décident pour eux-mêmes, un peu comme et un peu rarement à la manière de joueurs, d'aller chercher des nouveaux défis ou chercher des environnements qui leur correspondent mieux. Et je crois que, enfin, on n'aura plus de Wenger ou de Ferguson. Bon, peut-être que Klopp est peut-être celui qui est dans cette lignée-là, mais c'est aussi parce que les entraîneurs ont changé. Et pas simplement que les clubs ont moins de patience, mais les entraîneurs, parfois, voilà, au bout de 2-3 ans, et selon parfois le rapport qu'ils ont avec les dirigeants, le contexte du club, ils ont envie de ces nouveaux défis-là. Et ça empêche sûrement de pouvoir s'établir sur la durée comme ça a été dans les années 70-80. C'est, hey boy, 70-80, là. Oui, on remonte. Je l'ai. 90 aussi. Ouais, OK. Ça, c'est correct. Là, on a un élément de mesure qui est un petit peu plus facile. Sid, on termine avec la question du Dr. Foot qui nous parle des adjoints, d'un adjoint de Wilfried Nancy. Le doc nous demande est-ce que Rémi Vercoute est sur le départ parce que là, on l'annonce comme entraîneur des gardiens à Lyon. D'abord, est-ce que ça semble quand même assez sérieux. Il n'y a pas de nouvelles qui filtrent trop de ce côté-ci, mais en France, ça semble sérieux comme nouvelle. Et justement, on parlait de Pantémis, de Clément Diop tout à l'heure. À quel point ce serait une perte importante ou pas pour le CF Montréal? Ah, c'est certain que c'est une perte importante. Je pense qu'il y a un travail assez intéressant qui est fait par Rémi Vercoute depuis quelques années avec les gardiens. On sait que Lyon est un club quand même familial et que tous les anciens Lyonnais sont toujours le fruit de rumeurs pour se faire rapatrier dans la maison mère. Donc, c'est pas étonnant. On sait que le règne de Rémi Garde à Montréal a toujours été alimenté de rumeurs de retour. Mhm. Donc, Rémi Vercoute, je pense qu'à la fois, c'est le signe qu'il travaille bien. Je pense que il faut aussi le voir comme une bonne tape dans le dos que Lyon souhaite le retrouver. Du côté de Montréal, je suis certain qu'à l'académie, il y a des personnes qui pourront faire le travail en termes de promotion et qui auront tout le goût d'apprendre. Mais c'est une perte, ce serait une perte si ça se concrétise, ça c'est évident. Puis c'est une belle personnalité, une belle et grosse personnalité qui je Ouais. pense qui apporte aussi dans le vestiaire, mais enfin dans la vie de groupe plus largement. Mais bon, voilà, c'est le lot du monde professionnel et peut-être aussi des conditions de vie expatrié en Floride et toutes les conditions qu'on le connaît pour Montréal. Ouais, pour moi, ce serait une grosse perte pour trois raisons. Parce que la dernière portion de ce que tu viens de dire, moi, j'y vois un facteur très important qui ferait en sorte que ce serait intéressant de retourner à Lyon. Lyon, on comprend, mais Rémi Vercoute a décidé de rester ici lorsque Rémi Garde a quitté. Puis moi, toutes les fois qu'on a discuté avec lui, moi, principalement à la radio, tu sentais qu'il était heureux d'être là, il était enthousiaste, même s'il y avait un gros flou. Ça, c'est la première chose. C'est un gars qui s'est vite intégré à Montréal et surtout au club. Deux, c'est un gars qui croit aux jeunes gardiens. C'est quand même lui qui est là pour que pour la première fois de l'histoire de ce club-là en MLS, on donne un match comme ça quand le gardien numéro un est disponible. On ne passe pas par le championnat canadien. On dit, tiens, on assume, puis on donne des minutes de jeu à James Pantemis, puis on ne se formalise pas trop de ce que ça va faire à Clément Diop, sa confiance ou sa bonne humeur. Puis la dernière chose, c'est que c'est un gars qui est passé par là. Tu parles de promotion de l'interne à l'académie. C'est pas la même chose de te faire dire par un gars qui a joué je sais pas où ou coaché je sais pas où et un Rémi Vercoute qui te regarde dans les yeux là, puis qui dit Garde, moi, là, les coups francs, là, j'étais sur le terrain d'entraînement, puis c'était Juninho qui frappait les coups francs. Je vais t'expliquer une couple de trucs, là, puis fais-moi confiance, je pense que tu vas en sortir gagnant. Pour ces raisons-là, je pense que ce serait
une lourde perte. Est-ce que c'est insurmontable? Non. Mais je pense que ce serait un coup quand même assez dur pour la progression des gardiens sur les 2 ou 3 prochaines saisons. Évidemment, c'est un dossier qu'on va surveiller avec beaucoup d'attention. Les gars, je présume que la finale de Ligue des champions est là-dedans pour la prochaine semaine. Vous allez surveiller quoi là, sur les prochains jours? Match du CF Montréal à Chicago, les vacances qui commencent, le retour de Wilfrid Nancy et certains joueurs à Montréal, parce que là, ça va être les 4 semaines de break en bon français qui vont commencer. Jean, tu surveilles quoi? Samedi, Brentford-Swansea. Le match, attends, le match le plus important au monde, comme on dit. C'est le match de barrage qui fait monter la dernière équipe, la troisième équipe en Première Ligue, qui lui garantit donc, qui lui ouvre les portes à carrément l'entrée dans les 30 clubs les plus riches au monde et qui peut changer complètement le statut d'une équipe. C'est le match depuis quelques années, c'est le match de la folie. Donc, c'est à Wembley, c'est Brentford habité juste à côté. Swansea, c'est pour un retour en Première Ligue. C'est toujours malade. Et ouais, ça c'est le. À part, oui, Chelsea, Manchester City, c'est sûr. Mais c'est juste avant. C'est juste avant Brentford, Swansea. Donc, je suis sûr que je vais pouvoir glisser les deux. Jean Gounel qui fait un peu un hipster de lui-même. Qu'est-ce que tu vas surveiller? La finale de Ligue des champions? Non, Brentford, Swansea. Moi, c'est ça mon choix. Sid, pour toi? Moi, ce sera PSG-Lyon. Ce dimanche, c'est la finale du championnat de D1 à Arkema et on a peut-être pour la première fois le PSG qui a l'occasion de remporter enfin le championnat de français. Donc les deux équipes sont à 57-58 points, c'est assez fou la fin de saison et tout va se jouer sur ce match-là. Donc à voir si les Parisiennes pourront détrôner l'ogre lyonnais. Les gars, j'adore ça. Vous n'allez jamais pour les choix faciles. C'est extraordinaire. Ça met la table pour une belle semaine. Justement, je vous en souhaite une excellente. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de jaser avec vous, les gars. Merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à continuer de poser vos questions. Hashtag LDSF sur Twitter. C'est-moi, on y est très actif. Donc, gênez-vous pas. Vous pouvez nous interpeller quand vous voulez. Partagez le contenu également. rds.ca/balado-diffusion ainsi que iHeartRadio.